que même cette deuxième question se présente comme une question tout à fait complexe, hein, peut-être un peu plus complexe que la première. De toute façon, moi j'essaierai de récupérer un certain nombre d'éléments afin de fournir juste quelques pistes, quelques hypothèses de réponse. Pour commencer, je dirais que pour bien étudier les sociétés secrètes au siècle XIXe, il faudrait concentrer le focus de la recherche sur la période de transition entre époque des Lumières et romantisme et de la lire comme espace d'élaboration d'un concept d'usage public de la raison. Un espace, entre guillemets, caché, tout en étant pourtant consacré à la création d'espaces de libre parole et à la formation d'un esprit critique. Les buts recherchés étaient de défier l'espace politique de l'absolutisme et de proposer un nouveau modèle des sphères publiques, je dirais, sous la forme d'un projet. Et alors, il s'agit de mettre en lumière les modalités selon lesquelles les sociétés secrètes sont devenues les interprètes des inspirations de peuples à s'établir en tant que libres États nationaux. Et ces aspirations se référaient à des idées déjà formulées par le passé, mais elles ont subi une sorte, je dirais, d'accélération formidable lors de la Révolution française. Et en fait, l'année 1789 est l'année porteuse de nouveautés. Je suis de l'idée qu'elle doit être considérée comme le moment culminant d'une longue phase de transition comprise entre la première partie du XVIIe siècle et la seconde moitié du XVIIIe. Une période au cours de laquelle le sens des mots, par exemple tradition et nouveauté, s'était longtemps superposé, alors que le mot révolution visait quant à lui à acquérir petit à petit dans les esprits une certaine modernité. Il a été tout d'abord appliqué notamment au seul champ de l'innovation scientifique et des sciences naturelles, puis à partir de 1789, une date que moi j'utilise par commodité, c'est-à-dire à partir de la Révolution française, il fut appliqué au domaine politique et social. Et alors, je suis de l'avis que la Révolution française ne fut pas la seule expérience de rupture à l'échelle européenne, et je pense par exemple à la réforme protestante, qui avait mis la question de la liberté religieuse au centre du débat, à la révolution scientifique du XVIIe siècle, aux révolutions anglaises et à l'avènement des colonies, à la révolution américaine ou encore à la révolution industrielle. Autant de moments de rupture, donc, qui ont été au cœur de ces moments de transition. Alors c'est précisément dans ce contexte de rupture, je veux dire rupture au pluriel, hein, qui ont pu prendre corps les sociétés des secrets, telles que la maçonnerie moderne, qui avait trouvé un premier point d'ancrage dans les constitutions d'Anderson et d'Isaac-Wheeler, qui a monté en 1723, et cette maçonnerie avait pour but de poursuivre des objectifs déterminés par les débuts de l'époque de l'Union. Pluralisme religieux ecclésiastique, tolérance de désapprobation politique, hein, exaltation du mérite individuel. Mais
les contrastes politiques perdurèrent, si bien que les loges finirent par ne plus être perçues exclusivement comme un lieu de sociabilité dans lequel s'exerçait l'esprit humanitaire, la fraternité, au-delà de toute distinction de religion, de race et de classe sociale. Cela devient une sorte de stade où les personnes étaient éduquées à la discussion et à l'acquisition d'un esprit critique et où il était possible d'y exprimer des jugements d'ordre moral sur le monde politique en vertu du secret qui régissait ces lieux même. Et alors, je crois qu'il est nécessaire de mener une réflexion qui porte sur quelques-uns de ces protagonistes, ainsi que sur les modalités et canaux de diffusion de la maçonnerie à travers l'Europe continentale, comme terminus aquo d'une recherche tout à fait envisageable. Et en fait, une recherche qui puisse démontrer de façon articulée, beaucoup plus convaincante, les capacités d'adaptation étonnantes de la maçonnerie aux différents milieux sociaux, en se défendant contre les régimes absolutistes et contre l'Église catholique. De cette manière, la maçonnerie subit, je dirais que sur ce point-là qu'il faut, à mon avis, approfondir la recherche, la maçonnerie subit, je venais de dire, ce que Carlo Frankovic avait défini comme des, entre guillemets, déviations, des contaminations, selon la formule de la voie substituée des Jean Veilleux. La maçonnerie, finalement, voilà la question, a été érigée en prototype de l'ensemble des sociétés secrètes venues par la suite. Je pense Philadelphie en France, au Tungebund en Allemagne, à la Carboneria in Italia, et donc comprendre comment ces mêmes finalités politiques finirent par être attribuées à la Libera Muratoria. Donc, une recherche solide, un peu partout dans les archives en Europe, devrait également mener à comprendre comment a pu naître le mythe de la maçonnerie en tant que société politique animée par des vastes projets subversifs, connus uniquement par des suprêmes dirigeants demeurant dans l'ombre. Un concept dont les organes catholiques se seraient emparés et qu'ils auraient développé, présentant l'ordre tel organisation dont le but secret serait de mener une révolution universelle afin d'abattre trône et autel. Cette campagne de dénigrement atteint son summum par la diffusion des écrits des abbés Lefranc et Baruel, notamment. Ces derniers voyaient systématiquement derrière l'activité de l'ordre des syndromes d'un vaste complot, ainsi que l'accentuation toujours plus évidente d'une différence entre une maçonnerie perçue comme une bonne maçonnerie, celle, par exemple, de la Grande Loge Unie d'Angleterre de 1813, et une maçonnerie continentale devenue, entre guillemets, mauvaise. Cette dernière étant au contact avec le sectarisme politique, et en particulier les Rose-Croix et les Illuminati de Bavière. Ces derniers étaient particulièrement habiles pour se fondre dans des loges régulières, et ils infiltrèrent l'Europe entière, fondant des loges sur l'ensemble de la péninsule, telles que celle de Milan, du Tyrol méridional, par exemple dans la ville de le réveil de la notion de nationalité, ainsi que le développement de
le mouvement patriotique, allait signer de manière, je dirais, très profonde et importante la victoire de la maçonnerie continentale, laquelle était devenue une sorte d'instrumentum regni durant notamment la période napoléonienne. Ce réveil allait ouvrir grand les portes de bureaucrates militaires et fonctionnaires de l'État.